Bonjour à tous, bonjour Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et bien sûr premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans surprise, nous allons longuement revenir sur le vote du projet de loi sur l'immigration hier soir ici à l'Assemblée nationale. Quelques mots avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le site, le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer. Je laisse la parole tout de suite à Chantal Didier pour une première question. Bonjour Olivier Faure. Oui, bon, donc le vote d'hier soir. Ce matin, les gens se réveillent bizarrement. Certains, on a l'impression qu'ils ont la gueule de bois. D'autres se demandent s'il n'y a pas eu un jeu de dupes parce que la Première ministre a l'air de vouloir tout détricoter là, ce matin sur France Inter. Vraiment, quel est votre propre état d'esprit, vous, ce matin? Gueule de bois ou jeu de dupes ou certainement pas satisfait, ça c'est sûr. Non, parce que ce qui s'est passé hier soir est très grave en réalité. Il faut se rendre compte que pour la première fois, dans la loi, est inscrit un principe, même si on entend ce matin que la Première ministre entend le réduire au minimum, mais on a dans la loi introduit un principe qui est celui pour lequel Jean-Marie Le Pen combattait depuis 40 ans, qui est le principe de préférence nationale. Et au-delà de cela, on voit bien que sur tous les sujets, qu'il s'agisse des étudiants étrangers, du droit à vivre en famille, qu'il s'agisse de la question de l'hébergement d'urgence, sur tous ces sujets-là, ils sont allés plus que loin, ils ont repris intégralement les revendications qui sont celles traditionnellement de l'extrême droite. Et je comprends parfaitement que Marine Le Pen, hier, ait eu le sentiment d'avoir assisté à un triomphe idéologique. C'était les idées de l'extrême droite qui étaient, pour la première fois, adoptées, y compris par la majorité relative. Et donc, il y avait une majorité de fait constituée à la fois par le RN, les LR, et Renaissance, le Modem et Horizon. Et donc, c'est d'abord grave sur le plan des principes, des valeurs qui nous gouvernent depuis la Révolution française. C'est grave ensuite parce qu'ils ont mis fin, qu'on le veuille ou non, à cette idée simple qui est celle du barrage républicain. Comment voulez-vous que demain, on puisse expliquer à une électrice ou un électeur de gauche qu'il faut se mobiliser en faveur d'un candidat macroniste pour un second tour pour faire barrage à l'extrême droite? Emmanuel Macron a été élu à 2 reprises pour faire barrage à l'extrême droite et le voilà qui applique mot à mot le programme de Jean-Marie Le Pen. Il y a évidemment là une absurdité qui rend impossible le barrage et donc qui met fin à ce qui a quand même préservé la République depuis un demi-siècle. Et donc, ça n'est pas du tout à prendre à la légère. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et je comprends que ce matin, Aurélien Rousseau a démissionné. Et d'abord, je salue son geste. Et ensuite, je pense qu'il est à la hauteur de ce moment-là, à la hauteur du séisme politique que cela représente. Et que toute femme ou tout homme qui pense avoir encore, non pas un lien avec la gauche, c'est pas, on parle toujours de l'aile gauche, je ne sais pas s'il existe une aile gauche de la Macronie, ce que je sais c'est qu'il existe des progressistes, des humanistes, qui ne sont pas tous de gauche, et qui, à ce moment précis, doivent se dire que trop c'est trop, et qu'on ne peut pas accepter cette dérive, qui doit demeurer une dérive personnelle du chef de l'État. On voit bien que depuis sa réélection, il a du mal à trouver, en fait, un sens à son deuxième mandat. Mais ce sens ne peut pas être de devenir le marchepied de l'extrême droite pour lui permettre d'accéder plus vite encore au pouvoir. La Macronie a déjà permis d'institutionnaliser, avec l'élection de 2 vice-présidents à l'Assemblée, son mouvement. Ils ont continué à expliquer qu'ils étaient dans l'arc républicain. Et maintenant, voilà qu'ils adoptent son programme. Comment Emmanuel Macron, qui avait pourtant laissé penser que la trace qu'il voulait laisser était d'être le président qui avait empêché l'extrême droite d'accéder au pouvoir, il est devenu en fait celui qui a descendu le pont-levis et qui est en train d'inviter avec la haie d'honneur Marine Le Pen à venir prendre sa place à sa suite à l'Élysée en 2027. Oui, on ne peut pas dire que... Enfin, si le barrage républicain a empêché l'accession de Marine Le Pen à l'Élysée, il n'a pas empêché la progression de Marine Le Pen et du Rassemblement national
dans l'opinion et dans les votes. Donc ce barrage, est-ce que de toute façon il n'était pas un peu caduc? Non mais que le barrage républicain ne soit pas une réponse exclusive à l'extrême droite, c'est une évidence. C'est pas parce qu'on dit qu'on fait barrage qu'on fait descendre l'envie de voter pour le RN. Mais ça permettait jusqu'ici de faire en sorte que l'extrême droite ne soit pas omniprésente et qu'elle n'ait pas davantage de parlementaires, qu'elle n'ait pas la présidence de la République, etc. Évidemment que la question est plus profonde et qu'elle suppose un traitement, notamment, enfin on y reviendra certainement, mais enfin ça ne peut pas se limiter à ça. Mais là, c'est quand même faire sauter les digues. En fait, ils ont fait sauter les digues. Et donc, je vois même qu'ils ont fracturé, le président a fracturé sa propre majorité. 62 d'entre eux qui ne votent pas le texte hier, une première ministre qui désormais ne sait plus très bien où elle habite et ce matin qui donne le sentiment que c'est à contre-cœur, avec simplement le sentiment du devoir accompli, dit-elle, qu'elle a fait voter ce texte. Mais enfin, quel est ce gouvernement où personne n'est d'accord? Vous avez 7 ministres qui menacent de démissionner. L'un d'entre eux va jusqu'au bout de ses convictions et donc fait passer ses convictions avant son ambition. Mais il y a un malaise général, hein, y compris la présidente de l'Assemblée, qui explique que maintenant, elle attend, pour laver sa conscience, que le Conseil constitutionnel fasse ce qu'elle n'a pas voulu faire elle-même. Bon, mais franchement, qui pense que cet attelage peut durer? Comment est-ce possible encore de gouverner dans ces conditions-là? Enfin, c'est quelque chose de... Enfin, c'est une crise politique comme on n'en a pas connu pendant des années, depuis des années et des années. Je ne sais même pas à quand il faut remonter pour trouver une crise d'une importance aussi grande. C'est pire que l'expérience que vous avez vécue avec les frondeurs. Et la question de la déchéance de nationalité sous le quinquennat de François Hollande. Mais je rappelle que pour la déchéance de nationalité, j'étais contre. Je me suis battu contre, j'ai voté contre. Et que ça a été, à ce moment-là, effectivement, un moment de clarification dans ce que nous portions les uns et les autres. Et donc, d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui, aujourd'hui, expriment leur désaccord avec le chef de l'État, il faut qu'ils aillent plus loin encore. Il faut que, désormais, ils se refusent à accepter de participer à une majorité qui continuera à avaliser en fait un discours qui est celui de l'extrême droite. Ils ne peuvent pas avoir été et de gauche et de droite comme ils se prétendaient dans un premier temps, puis de droite, et maintenant de droite et d'extrême droite. Il y a un moment où la conscience de chacun doit les amener à prendre des décisions qui sont des décisions certes difficiles, certes courageuses, certes peut-être pas dans l'immédiat, mais ils doivent y réfléchir. C'est pas possible de rester dans une situation où on dit bon, ok, j'ai pas voté, donc on pourra toujours dire que, en fait, ils savaient très bien que ce texte serait voté, même sans leur voix. Ils savaient très bien que l'extrême droite allait voter, ils savaient très bien que LR allait voter, et donc ils ne prenaient aucun risque pour le président à ne pas voter eux-mêmes. Eh bien maintenant, ils doivent prendre une autre décision, c'est d'aller jusqu'au bout et de dire, en fait, nous ne participerons plus à une majorité qui accepte de venir, en fait, sur un terrain qui est un terrain dangereux, qui est celui de l'extrême droite. Oui, donc bonjour. Que pensez-vous des balbutiements, justement, de la Première ministre ce matin sur l'AME? Non mais on voit bien que, en fait, elle ne croit en rien de ce qu'elle dit. Mais là aussi, en fait, quand on fait de la politique, ce qui est une matière noble, contrairement à ce que parfois beaucoup pensent, en tout cas, elle devrait l'être. Et quand on n'est pas d'accord, comme le disait autrefois Jean-Pierre Chevènement, soit on ferme sa gueule, soit on démissionne. Eh bien, ce serait bien que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce texte démissionnent et qu'ils disent au chef de l'État qu'il s'est trompé. Et quand on est Premier ministre, enfin, vous vous rendez compte que cette femme a été collaboratrice de Lionel Jospin. Elle a un souvenir certainement aussi douloureux que le mien sur le 21 avril 2002. Comment peut-elle, 20 ans après, être celle qui fait rentrer dans la loi les principes, les valeurs, les propositions de celui qui, justement, a ravi le deuxième tour à Lionel Jospin? Comment est-ce que c'est imaginable d'accepter 20 ans après que ce soit la revanche de Jean-Marie Le Pen sur, en fait, le camp des Républicains? Est-ce que c'est possible de l'accepter? Je vois bien qu'il y a un combat entre elle-même et elle-même et qu'elle n'est pas à l'aise avec ce qu'elle défend. Mais justement, quand on ne croit plus à ce qu'on fait, on s'en va.
Oui, bonjour Adrien, l'AFP, mais la majorité vous renvoie la faute avec votre motion de rejet. Pourquoi vous n'avez pas essayé de changer le texte dans l'hémicycle en débattant durant 2 semaines? Mais pardon, mais enfin, vous n'allez quand même pas reprocher à la gauche, quand elle rejette un texte, de voter son rejet. Il y a quand même quelque chose d'inouï, avec cette espèce d'inversion. Hier, l'extrême droite a voté contre la motion de rejet. Est-ce que vous avez entendu un seul macroniste s'indigner du fait qu'ils aient voté ensemble contre la motion de rejet? Personne n'en a parlé. Ça paraissait évident pour tout le monde. Donc quand l'extrême droite vote avec la Macronie, c'est normal. Quand elle vote pour des raisons qui sont diamétralement opposées aux nôtres, la motion de rejet, là vous trouvez que c'est indigne. Enfin là il y a un moment où ça ne va pas. L'extrême droite, elle existe dans l'Assemblée. On ne peut pas faire autrement. Il y a 88 voix qui sont à l'extrême droite. Et donc ils votent pour les uns ou pour les autres. La question, c'est pas qui vote avec qui. La question, c'est quels sont les contenus. Et ce qui est choquant dans le texte qui a été voté hier, c'est pas que l'extrême droite ait voté avec elle ou pas. On peut dire que c'est un symbole. Mais ce qui est choquant, c'est que c'est surtout son programme qui est appliqué par le gouvernement. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui est même plus que choquant, qui est scandaleux. Ils ont été élus contre l'extrême droite, ils appliquent son programme. À tel point qu'on pourrait se demander qui a gagné l'élection présidentielle. Si c'était pour dire qu'il appliquerait le programme de Marine Le Pen, il aurait pu dire autant que ce soit Marine Le Pen. Eh bien non, nous avons voté, j'ai fait le choix, j'ai appelé comme premier secrétaire du Parti Socialiste à voter pour Emmanuel Macron. Non pas que ça me fasse plaisir, non pas que j'y ai trouvé là une vertu quelconque. Je l'ai fait par devoir, je l'ai fait parce que j'avais le sentiment qu'il fallait éviter le pire. Jamais en pensant, je le dis bien, jamais avec la plus grande sincérité, je n'ai imaginé un seul instant qu'Emmanuel Macron, président de la République, Elisabeth Borne, première ministre, et ce gouvernement et cette majorité relative pourraient un jour être conduits à nous présenter et à faire adopter par l'Assemblée un texte qui mette en avant la préférence nationale. Jamais je ne l'aurais imaginé. Comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que c'est la suite finalement de la décomposition, recomposition du paysage politique français avec des repères qui, si on vous entend, se seraient perdus? Est-ce qu'il aurait fallu ne pas légiférer sur ce sujet-là? Gérald Darmanin dit si on ne légifère pas, Marine Le Pen va finir par arriver au pouvoir. Comment est-ce qu'on en arrive ce matin dans cette situation? Bon, il y a 2 questions. Je vais commencer par la question de fond sur est-ce qu'il faut légiférer ou pas. Bon, moi, je ne suis pas contre l'idée de légiférer. Il y a des questions qui sont posées et auxquelles il faut répondre aux Français. Mais est-ce que le texte qui nous a été présenté hier et qui a été adopté va résoudre quelques questions que ce soit? Est-ce que ça va résoudre quoi que ce soit? La réponse est non. Et non seulement ça ne va rien résoudre, mais ça va tout empirer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas expulser davantage, pour des raisons que vous connaissez qui sont liées au laissez-passer consulaire que les pays d'origine n'accordent pas, et ils ne veulent plus intégrer. Donc vous expulsez pas, vous intégrez pas, vous renvoyez tout le monde à la zone grise. La zone grise, c'est celle en fait de l'économie parallèle, de l'économie criminelle, la drogue, la prostitution, le gangstérisme, parce que les gens, en général, ils ont besoin de vivre, de manger tous les jours, d'avoir un logement pour s'abriter, etc., etc. Et donc, soit vous créez les conditions de leur départ ou de leur non-arrivée, soit le fait de leur intégration. Et donc, sur quoi faut-il agir aujourd'hui? Il faut évidemment d'abord agir sur les raisons du départ. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui prennent au péril de leur vie une embarcation de fortune qu'ils ont payée avec toutes leurs économies parce qu'ils espéraient un jour venir trouver ici le RSA ou l'aide médicale d'État. Mais ils n'en ont même pas connaissance au départ. Ce qui les pousse vers l'Occident, c'est tout simplement le fait que chez eux, il y a un problème soit climatique, et donc on ne peut plus faire boire les chèvres, nourrir les vaches et élever ses enfants, soit parce qu'on a la guerre, soit parce qu'on a en fait la misère qui est aux portes et on espère que l'Occident riche permettra de se trouver un avenir. Et donc la première raison, si vous voulez vraiment éviter en fait le grand déplacement des populations, les grandes migrations, vous savez que dans les anticipations qui sont faites à l'horizon 2050, on prévoit qu'il y aura
1,2 milliard personnes qui bougeront. 1,2 milliard personnes, si rien n'est fait, si le changement climatique n'est pas d'ici là enrayé. 1,2 milliard, ils viendront d'abord, en fait, ils passeront d'une région à l'autre. Ils diront que dans telle région, il n'y a plus effectivement il y a plus d'eau potable, donc on va dans la région d'à côté. Ça, c'est le premier déplacement. Mais il y aura après ceux qui passeront la frontière avec le pays voisin. Et l'essentiel des migrations aujourd'hui, elles se font non pas vers l'Occident, elles se font en fait sur le continent africain, qui lui-même subit en fait des grands mouvements migratoires qui sont des fois très déstabilisants. Et donc ça va d'abord se passer là, puis ça se prolongera par des conflits, des guerres climatiques qui auront pour origine le climat. Même le conflit en Syrie, il a commencé par la question climatique et il s'est ensuite prolongé sur des questions ethniques, politiques, religieuses, etc. Mais donc vous aurez des conflits qui seront d'origine climatique et puis vous aurez des gens qui fuiront à ce moment-là ces conflits, qui iront un peu plus loin chaque jour et à un moment qui traverseront la Méditerranée. Donc si vous voulez véritablement vaincre la question en fait des grands mouvements migratoires, la question c'est celle de la coopération, c'est celle d'un développement harmonieux avec les pays africains, c'est la question climatique. Ces questions-là ne sont pas résolues par ce texte, elles ne sont même pas abordées. Non, et donc, pire, on organise du désordre là où il faudrait créer de l'ordre. Donc comment est-ce qu'on fait pour ceux qui sont déjà là? Eh bien, on est tous d'accord, même y compris, c'est le discours de Gérald Darmanin hier soir, de manière assez ahurissante, puisqu'il dit, en fait, on va régulariser tous les gens qui travaillent. C'est pas vrai, le texte ne dit pas ça. Nous disons ça. Effectivement, tous ceux qui ont aujourd'hui un emploi, qui sont intégrés, qui participent à la richesse de ce pays, qui, en fait, payent des cotisations, payent des impôts, devraient être régularisés, ce qui évite, en fait, la pression qui est aujourd'hui faite sur les salaires. Ça évite aussi d'avoir des gens qui sont maltraités, qui sont, en fait, dans des conditions de travail qui sont insupportables. Et ça permet tout simplement de continuer à faire tenir ce pays debout. On a parlé de la première ligne pendant la crise Covid. Mais est-ce que vous avez déjà regardé la tête de la première ligne? La tête de la première ligne, c'est-à-dire celle qui s'occupe de votre maman, votre papa, qui est en grande dépendance. Ben souvent, en fait, celui ou celle-là, bizarrement, il est plutôt en fait issu de l'immigration, il est parfois sans papier, et il est celui qui, en fait, veille sur ses vieux jours. Mais qui s'occupe de vos enfants? C'est souvent aussi un homme ou une femme issu de l'immigration, assistante maternelle, auxiliaire de vie, dans les EHPAD, partout, à l'hôpital, etc. Partout, nous avons, en fait, et je parle là des métiers du soin ou du lien, mais je pourrais parler du BTP, l'hôtellerie-restauration, enfin, tous ces métiers qui, aujourd'hui, font que ce pays tient debout et qui ne tiendraient pas sans ces milliers de salariés qui sont réalisés sans papier. Je ne devrais pas dénoncer qui que ce soit. Disons que, je ne vais pas localiser trop, mais enfin, disons que dans ma ville, il y a une boulangerie dans laquelle je vais souvent, où je sais que les gens qui me servent sont tous sans papier. Parce que le boulanger lui-même fait travailler des sans-papiers, parce que pour trouver des gens qui viennent bosser la nuit, etc., ben voilà. Donc, ce qui serait en fait assez malin, ce serait de dire, d'appeler à ce qui est en fait une grève de tous ceux qui sont touchés par ce texte-là. Évidemment, ils ne la feront pas, cette grève, parce qu'ils ont tous peur, et que même avec ce texte-là, ils se disent que c'est encore plus dangereux pour eux. Mais si tous ces gens-là s'arrêtaient de travailler pendant une semaine, vous verriez à quel point nous avons besoin d'eux et à quel point nous sommes aujourd'hui dépendants de leur travail. Et c'est ça qu'il faut arriver à dire aux Français. Il faut arrêter de leur faire peur. Je reviens avant de passer la parole à François, juste sur l'autre. Attends, juste un instant, je reviens sur l'autre partie de la question, sur le paysage politique. Et je relis ça à ce que vous disiez tout à l'heure sur ceux qui éventuellement ne se sentiraient plus à l'aise au sein de la majorité et la nécessité peut-être pour eux d'en tirer les conséquences à terme. Est-ce que vous voyez là la nécessité ou l'opportunité de réactiver, au terme de ce quinquennat en tout cas, le clivage droite-gauche ? D'abord, le clivage droite-gauche, il n'a jamais cessé. Il a été camouflé par Emmanuel Macron, mais la réalité, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, il a commencé avec cette fiction qu'il était de gauche et de droite, puis tout le monde a compris qu'il était de droite, et maintenant tout le monde comprend qu'il est devenu de droite et d'extrême droite. Et donc, il y a un retour tout simplement à ce que sont les réalités de ce pays.
En fait, on ne peut pas mentir très longtemps et expliquer que, en fait, on va satisfaire les uns et les autres. Ça a nourri l'extrême droite. Si vous dites que, en fait, en gros, il y aurait les gens de bonne volonté et ils sont ensemble, et ils pensent pareil, et la droite et la gauche c'est pareil, et bien à la fin, qu'est-ce qui vous reste? Si vous pensez que ce conglomérat-là ne fonctionne pas, il vous reste comme alternative unique l'extrême droite. Et donc, oui, évidemment, la démocratie, c'est des offres politiques à droite et à gauche, sans aucun complexe. Moi, je plaide pour une gauche qui, en fait, s'assume parfaitement. Et je ne cherche pas à dire que je suis et de gauche et de droite. Je suis de gauche et de gauche. Et ça me va très bien. Et s'il y a des gens qui veulent faire la droite et la droite, ils choisissent la droite et la droite. C'est ça la démocratie. C'est pas d'aller faire semblant en permanence, de trianguler et de chercher à expliquer qu'on est capable de couvrir tout le champ politique. C'est pas vrai. Il faut des choix. Il faut que dans un pays, on puisse choisir. Voilà. C'est pas ce qu'il a fait. Et donc, il a renvoyé la question d'alternative à l'extrême droite. Et c'est comme ça qu'il a gonflé, pas seulement comme ça, mais aussi comme ça qu'il a gonflé l'extrême droite depuis 6 ans. Bonsoir, pardon. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur stratégique de la gauche? La gauche, on l'a dit pendant des années, a refusé de regarder de face l'immigration. Et vous-même, vous avez été incapable d'avoir une position commune au sein de la gauche, alors que l'extrême droite et la droite avaient des propositions. Là, les gens ont retenu que vous n'avez pas voulu débattre. Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique ou est-ce que c'est l'impossibilité à vous, entre partis de gauche, d'avoir une proposition crédible vis-à-vis des gens sur l'immigration? Mais c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. En fait, d'abord, le débat, il a eu lieu. Il n'a pas eu lieu en première lecture à l'Assemblée dans l'hémicycle. Il a eu lieu en commission et il a eu lieu au Sénat. Et si vous regardez les débats du Sénat, toute la gauche était parfaitement en ligne sur les propositions qu'elle avait à faire. Et je vous en ai livré une à l'instant. Je vous ai dit que si vous voulez remettre de l'ordre et si vous voulez éviter la zone grise dans laquelle on est en train de plonger des milliers de gens qui vont être condamnés à la clandestinité, eh bien, vous devez régulariser toutes celles et ceux qui travaillent et qui permettent de faire vivre notre pays. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit. Une deuxième proposition, si vous voulez désengorger la filière qui est la filière asile-immigration, enfin la filière droit d'asile, pardon, eh bien, vous devez ouvrir des filières qui sont des filières différentes, qui sont une filière humanitaire, pour des gens qui ont un parcours d'émigration qui est un parcours compliqué, viol, torture, prostitution, esclavage, et donc qui sont des gens qui sont polytraumatisés et qui ont besoin de notre soutien en arrivant chez nous. Et puis, il faut aussi une filière climatique, parce qu'il faut aussi accepter l'idée que nous allons avoir besoin de réguler aussi cette question-là. Et puis après, il faut revenir sur Dublin, parce qu'on ne peut pas... Enfin, sur Dublin, pour ceux qui nous écoutent, ils ne doivent pas comprendre ce qu'on se dit sur les accords de Dublin, qui renvoient la responsabilité aux pays de premier accueil et qui fait porter en fait le poids des migrations sur quelques pays qui sont les pays du sud de l'Europe. Et donc, comment est-ce qu'on répartit les questions migratoires sur l'ensemble du territoire européen? Comment est-ce qu'on fait pour que l'intégration se passe dans de bonnes conditions? Il y a aujourd'hui une crise de l'accueil. Quand vous accueillez bien les gens, regardez, nous avons accueilli 100 000 Ukrainiens. Mais eux, on les a vraiment accueillis. En fait, on ne les a pas mis dans des tentes, porte de la Chapelle. On leur a dit, vous avez un toit, vous avez un accompagnement, on va vous dire comment faire, on va vous trouver en fait des jobs et vous allez pouvoir vous intégrer parfaitement à la société française. Bon, ça marche. Quand l'Allemagne a voulu le faire pour les Syriens, ils l'ont fait, ça a fonctionné. Quand ils ont voulu même, y compris ce grand mouvement qui était un mouvement auquel les gens se disaient qu'ils ne résisteraient pas, qui était la réunification des deux Allemagnes, qui était là aussi une espèce de mouvement migratoire intérieur, même si c'était des Allemands. Oui, il ne faut peut-être pas confondre tout à fait. Hein. Je ne confonds pas, je dis simplement... En plus, ils ont quand même l'AfD. Ils ont quand même un parti d'extrême droite qui a progressé sur base de l'immigration. Enfin, je veux dire, c'est une tâche, un effort que nous partageons sur toute l'Europe, quoi. C'est pas... Bien sûr, non mais moi je suis pas... Enfin, là, vous aurez toujours des gens qui cherchent des boucs émissaires et qui vous expliqueront toujours que votre malheur vient d'un tiers. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Et puis, plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, et plus, en fait, les réflexes qui étaient celles des générations passées
disparaissent. Et donc aujourd'hui, la nouveauté a les traits de l'extrême droite et des nationalistes. Donc c'est un fait, je ne le nie pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si on veut arriver à régler la question migratoire et pas simplement jouer avec les peurs, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc je vous ai donné quelques exemples de ce que nous pouvons imaginer et qui permettraient en fait de trouver des solutions. Autrement, on va faire semblant, on va jouer à cache-cache. Et de toute façon, ces gens-là ne vont pas partir, on le sait très bien. Sur les migrations internationales, enfin, la raison de pauvreté climatique, vous dites effectivement qu'il faut développer. Finalement, est-ce que la mondialisation n'a pas fait beaucoup plus pour sortir des pays de la pauvreté et de la misère, dont la Chine, où il y avait des famines il n'y a pas si longtemps que ça, que l'aide au développement? Est-ce qu'il faut favoriser la mondialisation? Ah, quelle provocation! Le résultat est là, non? Non, il n'est pas là. En fait, le résultat, c'est que vous avez effectivement des pays qui ont bénéficié de ces échanges mondiaux. Et dans ces pays, vous avez des gens qui ont bénéficié de ces échanges. Il y a des gens qui sont maintenant milliardaires. Oui, mais en Inde, en Chine, au Brésil, etc. Mais vous avez aussi des gens qui sont de plus en plus pauvres. Et donc, en fait, ça n'a pas résolu la question en fait, de manière générique et pour tout le monde. En fait, vous avez malheureusement un creusement des inégalités qui est extrêmement puissant et qui d'ailleurs est l'une des causes des mouvements migratoires. En fait, ne croyez pas que quelqu'un qui vit très bien chez lui a envie de venir vivre chez nous. Il ne parle pas la langue, il fait froid, etc. Quel est l'intérêt? Enfin, je suis moi-même issu pour moitié de l'immigration, puisque, comme vous le savez, je suis eurasien. Ne croyez pas qu'il y ait un seul membre de ma famille qui soit venu par attrait pour la France au départ. Ils aimaient la France, mais ils aimaient les Français aussi, mais les Français en France et les Vietnamiens chez eux. Et mon grand-père était un nationaliste. Donc il s'est battu contre la France. Et pour autant, il y a une partie de ses enfants la moitié de ses enfants sont venus vivre en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre. Et donc, en fait, ils ont choisi de vivre en fait loin des conséquences de l'arrivée des Viet Cong. Bon, bah, c'est comme ça. Mais ils n'avaient pas pensé qu'ils bénéficieraient de l'AME ou de je sais pas quoi, etc. Jamais ça leur serait venu à l'esprit. C'est pas du tout. Et franchement, enfin, je crois qu'il faut qu'on se représente aussi ce que c'est que la vie d'un exilé. Il faut comprendre ce que c'est que la vie de quelqu'un qui a ses racines tellement plus loin, qui a vu en fait son passé s'envoler. Imaginez simplement qu'on vous prive, simplement ça, qu'on vous dise un moment, tout ce que vous avez dans votre maison, on vous le retire. Vos objets, vos photos, votre histoire, des souvenirs qui sont liés à vos murs. On vous dit simplement ça. Imaginez ce que ça représenterait rien que pour vous. Mais là, imaginez que c'est des gens qui se disent « je vais tout laisser derrière moi, tout. Les gens que j'aime, mon histoire, ma langue, ma culture, et je vais aller dans un pays que je ne connais pas, simplement parce que c'est la seule façon pour moi de continuer à trouver un droit à l'avenir pour moi et pour mes enfants. » Ben, je peux vous dire que, en fait, si on comprend ça, on comprend aussi que la meilleure façon de juguler les grands mouvements, c'est d'aider les gens à rester chez eux. Oui, dans ce contexte, hasard du calendrier... Attendez, je finis juste sur la mondialisation. Très inégalitaire aussi. Enfin, si c'est la mondialisation à la mode Bolloré ou à la mode Total, etc., enfin, c'est une mondialisation qui est complètement inégalitaire. Enfin, vous êtes en train de... On dit, c'est quand même dégueulasse, ces gens, ils viennent profiter de notre argent, c'est nous qui travaillons, etc. Mais nous continuons à piller allègrement, en fait, ces pays-là. Vous avez en ce moment un projet qui est le projet ICOP, entre Tanzanie et Ouganda, qui va être le plus grand pipeline chauffé au monde, qui va détruire la planète pendant 30 ans. Mais au-delà de ça, on est en train d'exproprier 100 000 familles sur son parcours. Vous avez 100 000 familles à qui on donne en gros 500 ou 1000 euros. Alors évidemment, dans un premier temps, c'est formidable, 500 euros ou 1000 euros, pour eux, c'est une richesse. Mais pour faire quoi? Ils n'ont plus de terre, plus de bétail, plus rien à faire. Le foncier augmente parce que comme il y a une espèce de manne financière qui est arrivée, y compris le prix du foncier a augmenté. Donc ces gens-là, en fait, vont se retrouver dans une situation impossible. À un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bouger, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et le pire, c'est que sur le chantier, on embauche, pour le gros œuvre, on embauche des gens. Donc pendant 2-3 ans, il va y avoir des gens qui vont monter, dévisser, porter les pipelines, etc. Mais enfin, une fois qu'ils sont montés, en fait, qui seront les gens qui travailleront sur le pipeline?
Bah, figurez-vous que ce sont quasiment que des expatriés, parce qu'il faudra des gens qui sont formés, des ingénieurs, etc. Donc en fait, on est en train de piller les richesses d'un pays à notre profit pour que nous puissions maintenir notre confort. Et après, on dit à ces gens qui viennent en fait en Europe, vous vous rendez compte, vous venez nous piller nous. Non mais c'est le monde à l'envers. En fait, nous vivons bien. Enfin, je ne suis pas Proudhon, je ne vous dis pas que la propriété c'est le vol, mais enfin, on n'en est pas loin. Ah, mais, on n'en est pas loin. Non mais on n'est pas loin parce que Nous c'est la sommes pleurés vérité. dans les chemins. Et que l'échange, il est parfaitement inégal. Voilà. Dans ce contexte, cette nuit, il y a un accord qui a été trouvé au niveau européen sur la politique migratoire, avec un mécanisme de solidarité pour soulager un petit peu les pays comme l'Italie, dans lesquels les migrants, les réfugiés arrivent en premier. Mais la philosophie générale, c'est plutôt de maîtriser, disons, les flux migratoires et permettre de renvoyer plus rapidement chez eux ceux dont on estime qu'ils n'ont pas à être sur le sol européen. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord et est-ce que l'immigration doit être l'un des sujets de la campagne pour les élections européennes ? Bon, et je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet, et que, mais ça, enfin, je comprends qu'il y ait des mesures qui soient prises au niveau européen. C'est le bon niveau. C'est la bonne réponse quand on répond que ça ne peut pas être uniquement les pays du Sud qui supportent en fait les nouveaux arrivants, mais je le dis aussi, ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on approfondisse le Green Deal. Il va falloir qu'on fasse en sorte qu'on puisse aussi répondre à des questions qui sont des questions géostratégiques. Vous ne pouvez pas, en fait, il n'y a aucune raison de penser que les gens vont s'arrêter de venir. Enfin, je vais me répéter aussi longtemps qu'il le faudra. Mais vous n'arrêterez pas les flux migratoires tant que vous n'arrêterez pas les causes des flux migratoires. C'est aussi bête que ça. Si moi je vous dis que désormais, là, dans le Salon Empire, en fait, votre boulot de journaliste, il n'y en a plus à Paris. Donc vous êtes tous au chômage. À l'instant précis, je vous dis que vous êtes tous au chômage. Et il n'y a plus aucun boulot que vous puissiez faire ici, parce que de toute façon, plus personne ne veut de vous. Mais en revanche, là, au sud de la France... c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà, vous êtes content. Oui. Donc vous avez du boulot. Pourquoi vous n'avez pas dit dans l'Est? Dans l'Est, si vous voulez. Voilà, vous avez du boulot à Strasbourg et uniquement à Strasbourg. Je mets en fait ma main au feu que, en fait, la première heure, vous vous dites est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on bouge pas? Mais la deuxième heure, vous vous dites, s'il y a du boulot qu'à Strasbourg, on va tous à Strasbourg. Et comment vont réagir les Strasbourgeois? Ils vont dire, au nom de quoi, en fait? Vous étiez à Paris, là, vous avez tout perdu, c'est votre problème. Mais enfin, nous, on est à Strasbourg, on reste à Strasbourg. Donc, en fait, c'est des mouvements que je comprends et qui sont humains, naturels, etc. Mais la vérité, c'est que si vous ne traitez pas les causes de l'immigration ne s'arrêtera pas. Voilà, c'est tout. Puisque je suis toujours... Ah bon, vas-y. Non, juste sur le RN, on a l'impression que quelle que soit leur décision un peu tactique, à chaque fois ils gagnent. Ça a été le cas sur la motion de rejet, on a dit c'est eux qui ont gagné, ça a été le cas hier, c'est eux qui ont gagné sur le fond. Pourquoi vous n'arrivez pas en fait à trouver une réponse? Est-ce que la position un peu unique que vous aviez sur l'immigration pourrait vous aider à vous ressaisir à gauche pour répondre au RN? Je l'espère. Enfin, je suis conscient du fait que dans ce que je vous dis en ce moment, il y a de fortes chances pour que je sois minoritaire dans l'opinion. Ça ne m'a pas complètement échappé. Mais au fond, ça m'est égal. Non pas d'être minoritaire, mais je pense que quand on a des convictions à défendre, on les défend. Et qu'il peut arriver dans la vie, et ça m'est arrivé souvent, de ne pas être entendu dans un premier temps. Mais je voudrais adresser ce discours de raison et d'humanité en espérant qu'ils deviennent en fait majoritaires. Mais au moment où je vous parle, je sais très bien qu'il faut encore convaincre et convaincre encore, et que le plus simple, c'est de dire, en fait, dans ce discours bien connu et populiste, qui est de dire, quand même, vous vous rendez compte, ces gens, ils arrivent, ils vont quand même pas avoir droit à quoi que ce soit. C'est le plus simple. Tout le monde devrait, en fait, faire un discours accessible à la première seconde. Mais, et qu'il est plus difficile d'expliquer aux gens ce que je vous dis là. Je vous dis, quand je vous dis qu'il y a des échanges qui sont des échanges inégaux, mais enfin, si vous coupez... Enfin, quand même, pour que tout le monde, au moins ceux qui nous regardent, le comprennent, si vous enlevez tous ceux qui bossent aujourd'hui et qui bossent, en fait, de manière illégale, si vous arrêtez tous les échanges, notamment de matières premières, avec tous les pays avec lesquels nous commerçons aujourd'hui, le gaz, le pétrole, les matières en fait, dont nous avons besoin pour nos panneaux photovoltaïques, les terres rares, le cobalt,
C'est-à-dire, si vous arrêtez en fait tout ça et qu'il faut les payer au juste prix, réfléchissons 2 secondes à ce qui se passe. Et vous allez voir que, en fait, là, on va remettre quelques pendules à l'heure et qu'on va avoir envie à nouveau d'accueillir des gens. Parce qu'on va se dire que finalement, on s'en tire à bon compte. Et que c'est pas si grave ce qui nous arrive. Et que nous avons largement de quoi, en fait, organiser les choses. Mais c'est toujours le problème, c'est organiser. Je donne un autre exemple. J'étais dans le Limousin il y a 2 ans, et il y a des gens qui viennent me voir et qui me parlent justement de ce sujet migratoire en me disant on appartient à un village dans lequel, en fait, on nous a envoyé un bus de migrants, de personnes migrantes. Dans un premier temps, on est tous venus manifester à la préfecture, partout, etc. On a fait des sittings, des machins, tout ce que vous pouvez imaginer comme mobilisation, parce qu'on ne voulait pas voir arriver dans un village qui est un petit village, en fait, une centaine de migrants. Eh bien, monsieur le député, imaginez que quand ces gens-là sont repartis, on était tous en bas du bus et on pleurait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert des gens qui sont venus les aider à couper, à faire le jardin, à faire le pain, à faire tout ce qu'on peut imaginer qu'un homme ou une femme qui vient avec un savoir-faire peut faire. Et si aujourd'hui vous répartissez en fait ces courants migratoires, pourquoi ils sont repartis ? C'est la préfecture qui organisait en fait leur déplacement. Et j'imagine qu'ils ont été replacés ailleurs, etc. Mais quand vous avez besoin d'un boulanger, bon sang de bois, même s'il est syrien, en fait, vous êtes tellement content de retrouver du pain le matin. Et quand vous avez envie, quel est le plat préféré des Français? Le couscous. Et quand vous trouvez un restaurant au bout de la rue qui vous permet de faire un bon couscous, est-ce que vous êtes content ou pas content? Est-ce que vous avez des commerces, est-ce que vous avez des gens qui... dans Paris, en fait, on dit on va chez l'arabe du coin. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, c'est eux qui sont ouverts principalement le soir. Donc vous êtes en permanence à avoir... Enfin, vous êtes... on est en permanence, en fait, sous cette... dépendance en fait de toute une série de gens qui sont essentiels à nos vies, mais dont nous ne voulons pas voir qui sont essentiels à nos vies. Stan. Journaliste indépendant. Manuel Bompard, je crois, vous a écrit hier, estimant que qu'on était à un tournant du quinquennat, et je crois qu'il vous a écrit hier pour vous proposer une initiative commune, une réflexion commune dans les heures qui viennent. Est-ce que vous comptez lui répondre ou est-ce que vous l'avez déjà répondu? Non, on va lui répondre. Et je lui répondrai à lui d'abord avant de vous répondre à vous. Donc vous ne saurez pas tout de suite. Mais il y a une évidence au fait qu'il s'est passé quelque chose et que nous devons toutes et tous en prendre conscience. Mais je le dis aussi, ça suppose aussi que... on n'utilise pas, qu'on n'instrumentalise pas un événement comme celui d'hier pour faire tout de suite de la politique politicienne. Ou qu'on fasse, comme Jean-Luc, un tweet dans lequel on mélange tout. Moi, j'ai été surpris, déçu et même heurté par ce tweet où il explique que la matrice du vote d'hier soir, c'est la manifestation contre l'antisémitisme à laquelle a participé l'extrême droite. Quel rapport ? Quel rapport? J'ai manifesté contre l'antisémitisme. J'ai même appelé avant Braun-Pivet et Larcher à ce que cette manifestation existe. Parce qu'il existe une menace sur les Français juifs et qu'ils n'ont pas à supporter la violence et le massacre qui est commis par Netanyahou sur la bande de Gaza. Mais je ne vois pas le rapport avec le texte d'hier soir. On peut à la fois être contre l'antisémitisme et contre un texte raciste. C'est même, au fond, assez cohérent. Voilà. Donc, ça suppose que chacun se tienne et que chacun ait en tête que le rassemblement, c'est pas la mise au pas des autres. C'est, en fait, la volonté de faire ensemble et de faire un chemin ensemble. Ça suppose, en fait, que chacun fasse parfois des efforts. Voilà. Le président de la République va saisir le Conseil constitutionnel pour avoir son avis sur ce texte-là. Il va y avoir des recours qui vont venir de la gauche.
Qu'est-ce que vous espérez du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'à l'évidence, il y a un certain nombre de mesures qui vous paraissent ne pas pouvoir être validées par le Conseil constitutionnel à ce stade? Est-ce que vous allez soulever également des éléments de procédure sur la façon dont cette loi a cheminé au fil de sa procédure législative? Est-ce que vous espérez, à court terme, après il y a les sujets de moyen et de long terme dont on a parlé et dont on va continuer à parler, mais ponctuellement, du côté du Conseil constitutionnel, quels espoirs est-ce que vous fondez? D'abord, rappeler que le Conseil constitutionnel n'est pas, en fait, la lessiveuse des consciences. En fait, on ne lave pas sa conscience en adressant un texte au Conseil constitutionnel. J'ai trouvé inouï que Gérald Darmanin, que Yael Braun-Pivet viennent expliquer sur les antennes que oui, c'est bien que le président saisisse, parce qu'autrement ils l'auraient fait eux-mêmes, en tout cas pour la présidente de l'Assemblée, parce que quand même, j'ai voté un texte, mais enfin, il est très anticonstitutionnel. Mais c'est une grande première. Voilà des gens qui expliquent qu'ils votent des sujets anticonstitutionnels, et le travail qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, ils demandent au Conseil constitutionnel de le faire. Mais c'est quand même... je n'ai jamais vu ça. En fait... donnez-moi un seul exemple d'un gouvernement qui vienne dire « Je sais ce que je fais, c'est nul, c'est mal, c'est affreux, mais de toute façon, le ménage sera fait après. » La voiture balai de leur conscience. C'est pas ça le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il juge en droit. Et le risque, c'est qu'ils retiennent un certain nombre de formes de mesures qui ont été prises, en fait, et qui rentreront dans le domaine légal, alors même que ce sont des mesures dangereuses. Donc qu'est-ce que j'espère? Nous, on va tout utiliser. La procédure, les cavaliers législatifs, tout ce qui contredit le principe d'égalité, et on aura, j'espère, quelques victoires à offrir aux Françaises et aux Français dans les prochains jours. Mais ça n'est pas une troisième chambre, le Conseil constitutionnel. Ils ne font que du droit. Donc, en fait, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Donc, du coup, ça supposerait qu'en fait, on ne leur délègue pas une responsabilité que nous avons. C'est le législateur qui fait de la politique et le Conseil constitutionnel qui fait du droit. Oui, puisque je suis dans la provocation, c'est vrai que vous dénoncez la référence à une priorité nationale. Est-ce que ce principe d'égalité et d'universalité n'avait pas déjà été ébranlé par certains d'entre vous, à gauche, qui êtes favorables, alors là, cette fois, à une préférence régionale, notamment en Corse? Je veux dire, on déroge au même principe d'égalité. Non, mais là, vous parlez de Macron. Enfin, c'est lui qui est en train de vouloir changer le statut de la Corse. Moi, j'ai rien dit du tout. Donc, en fait, il s'est trouvé des gens à gauche, quand même, pour favoriser, à une certaine époque, une plus d'autonomie en Corse, non? Je ne suis pas sûr de comprendre complètement la provocation, parce que je ne vois pas trop le lien avec ce qui se fait là. Mais en fait, là, ils sont en train de mettre fin à des principes qui sont des principes fondamentaux, non pas sur des territoires, mais sur des gens qui vivent sur le même territoire. Ils ont tout en commun, sauf éventuellement la nationalité. Et la régularité, pas toujours le cas. Donc, voilà. Donc en fait, il met fin tout simplement à des principes qui sont aussi vieux que la Révolution française, aussi vieux que le Conseil national de la résistance. Ce sont les principes de la sécurité sociale qui sont battus en brèche aujourd'hui. C'était en fait les principes fondateurs de ceux qui sont enterrés aujourd'hui au Panthéon. C'est en fait un deuxième enterrement pour Jean Moulin. En fait, pardon, mais enfin, ce sont ces gens-là qui ont créé en fait toutes les bases sur lesquelles nous vivons, sur cet État-providence, etc. Et donc, ils reviennent dessus. Alors, ils peuvent l'assumer. Visiblement, ils ne l'assument pas complètement. Mais la réalité, c'est qu'ils ont mis fin hier soir à des principes. Et donc, il n'y a plus de différence philosophique entre la Macronie et l'extrême droite. Il y a des différences de degré, de niveau. En fait, vous pouvez dire que, évidemment, certainement, si Marine Le Pen était au pouvoir, elle dirait que pour un étudiant qui arrive en France, la caution est de 5 000 €.
Là, j'ai compris que maintenant, c'était 10 ou 20 euros. Ils ont fait tout ce tremblement de terre pour 10 ou 20 euros. Non, franchement, là, on se moque du monde. Enfin, on voit bien qu'ils sont complètement, ils savent même plus ce qu'ils ont voté, ils comprennent même pas ce qu'ils ont voté, ils savent même pas pourquoi ils l'ont voté, ils voient même pas à quoi ça sert. Même les patrons de l'ESSEC, de HEC, etc., qui sont quand même des gens qui ont plutôt des sympathies pour la Macronie, ont été obligés de leur dire hier que vous ne pouvez pas avoir fait en 2018, je ne sais plus comment s'appelait ce programme lancé par Édouard Philippe, qui avait vocation à attirer le plus possible d'étudiants, et puis d'un seul coup dire, bah non, finalement, on va les sélectionner par l'argent. Alors comme ils veulent plus sélectionner par l'argent, ils vont dire ça va être 10 euros. Bon, autant dire qu'ils font rien. Enfin, tout ça, c'est gribouille, quoi. C'est vraiment tout ça pour ça. Mais ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont permis, en fait, de poser les bases légales. Demain, Marine Le Pen, présidente, et j'espère que ça n'arrivera jamais, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais moi, en fait, j'ai juste à appliquer la loi, sauf que dans les décrets, je ne dis pas c'est 10 euros, je dis c'est 5 000. Sur le temps de la préférence nationale, je ne dis pas c'est 3 mois, je dis c'est 5 ans. C'est aussi simple que ça. Tout aura été posé par la Macronie. En fait, ils ont tout posé, tous les principes ont été en fait érigés dans la loi pour la première fois, et il restera juste à décaler un peu le curseur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hélène? Oui, bonjour. Excusez-moi, à vous entendre, donc, il n'y a plus rien dans le texte qui a été adopté hier qui ne relève pas de ce qu'avait fait auparavant le Rassemblement national. Est-ce qu'il reste encore quelque chose dans le texte de loi, ou est-ce que c'est entièrement vendu au Rassemblement national, conforme aux souhaits du Rassemblement national? Il n'y a plus rien. Bah, en creusant un peu, on peut dire que... Creusant un peu, je ne sais pas, vous pourriez nous le dire, quelle est la proportion? Quelle est la proportion? Qu'est-ce qui a envahi comme ça le texte initial? Est-ce que les Républicains voulaient tellement ressembler, faire en fait ce qui était voulu par le Rassemblement national et qui était soi-disant souhaité par les Français? Est-ce qu'il y a dans le texte, aujourd'hui voté, des choses qui vont satisfaire les Français ou pas? Oui? Ou uniquement ceux qui sont proches du Rassemblement national? C'est ça qui est intéressant. Oui. Il y a bien sûr des gens qui vont approuver ce texte. Il ne s'agit pas de dire que en fait, le texte est rejeté par tout le monde. Mais encore faudrait-il que tout le monde comprenne, quand vous dites aux gens que désormais la loi va être plus dure avec des gens qui ont peur de l'immigration massive, forcément, ils ont le sentiment qu'il faut réguler, mais ils n'ont pas forcément une connaissance technique précise. Si on leur dit, par exemple, tout à l'heure j'étais avec Johanna Roland, depuis hier, en fait, donc désormais, l'hébergement d'urgence n'est plus inconditionnel et on doit en retirer ceux qui n'ont pas de papier. Donc ça veut dire que tout simplement, les gens qui sont aujourd'hui hébergés dans les centres d'hébergement, avec les associations, avec les collectivités, etc., on doit les mettre dehors. Mais elle dit, mais moi, chez moi à Nantes, et dans toutes les grandes métropoles, on va jeter 500 personnes dans la rue. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir à Nantes ou ailleurs 500 personnes qui ont au mieux une tente, qui vont toute la journée errer dans votre ville à chercher, en fait, à s'abriter, à se nourrir et à satisfaire leurs besoins élémentaires? Ce sont des dangers ambulants. Ces gens-là, où on les retrouvera? Il y en a quelques-uns qui finiront par vendre du crack, d'autres qui vendront du cannabis, d'autres qui iront cambrioler, d'autres... C'est une évidence, en fait. Il y a peu de gens qui se laissent mourir de faim dans la rue. Donc, on crée, en réalité, du désordre. Et dans ce qui peut être un peu mieux, je suis l'impression que ce soit un peu mieux, en fait, on va pouvoir régulariser des gens qui travaillent dans les zones en tension. C'était déjà le cas avec la circulaire Valls. En fait, rien n'a changé, donc c'est pas nouveau. On nous dit qu'il n'y aura plus de mineurs dans les centres de rétention administrative. C'est vrai, mais c'est pas lié à la loi, c'est lié à la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça n'est pas lié à la volonté du gouvernement, c'est lié à des contraintes qui sont posées par la justice. Voilà, comme ça. Donc c'est dans la loi, tant mieux. Mais ça n'a pas beaucoup bougé. Enfin, pour le reste, j'ai du mal à trouver des sujets sur lesquels je me dise waouh, super. Jean-Michel. Par monsieur.
Bon, enfin, je pense je ne sais pas si le système a capté. Bon, pour résumer, à propos des européennes, c'est votre analyse que, à la fois donc le regard par rapport aux prochaines élections, le classement au sein de la NUPES, et puis les têtes d'affiche, place publique, comment vous vous organisez. Est-ce que vous allez parler Europe pour de bon? Est-ce qu'on va arriver à en parler ou pas dans ces élections? Alors, je vous rassure, on s'organise et on sera prêt le moment venu. Et je ne pense pas que le moment soit venu parce que les Français ne sont pas encore dans l'élection européenne. Et je ne suis même pas sûr qu'ils soient vraiment au courant du fait qu'en 2024, le 9 juin, on vote. Donc, on n'est pas, de ce point de vue, en retard. Est-ce que nous allons parler d'Europe? Oui, nous allons parler d'Europe. Nous allons faire de cette élection une élection d'abord européenne. Je sais bien que d'autres chercheront à en faire autre chose, mais c'est d'abord une élection européenne, c'est d'abord une élection où se joue l'avenir de l'Europe. Il y a aujourd'hui 33 sièges qui nous séparent du groupe principal au Parlement européen, qui est le groupe du Parti populaire européen, qui regroupe toutes les droites européennes. 33 sièges sur 27 pays. Faites le calcul, ça veut dire qu'il faudrait que les socialistes gagnent un siège chacun dans chaque pays, et parfois si on peut en gagner plusieurs, ça permet d'arriver au but. 33 sièges, c'est atteignable. Nous pourrions être le premier parti au Parlement européen, ce qui changerait la donne au moins au Parlement, vraisemblablement aussi dans la composition de la Commission, et nous sommes dans un moment où rien ne doit être laissé au hasard. On ne peut pas dire tous les ans, on n'a plus que 10 ans pour le réchauffement climatique. Parce que comme ça fait déjà quelques années qu'on le dit, on n'a plus 10 ans. Donc il va falloir qu'on prenne des mesures drastiques, faire en sorte que le réchauffement devienne une priorité européenne pour que ça devienne une priorité mondiale. Et donc ça suppose qu'on prenne des mesures qui soient des mesures extrêmement puissantes. Et ce n'est pas la même chose d'avoir un groupe socialiste qui est majoritaire, ou qui en tout cas est le premier groupe au Parlement européen, ou si c'est la droite qui est tentée, au moment où nous nous parlons, de s'allier avec l'extrême droite européenne. Et donc, il faut évidemment conjurer cela à tout prix. Et dans les mécanismes européens, le parti qui arrive en tête est un parti qui a la main sur beaucoup de fonctions. Il est très bien. C'est un ami. Merci beaucoup. Non mais, voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. Voilà. Mais c'est pas l'heure. Bon, on aura l'occasion de reparler des élections européennes qui ont lieu dans un petit peu plus de 6 mois maintenant. On a été un peu monothème aujourd'hui, mais c'était difficile de faire autrement, évidemment, puisque ce qui s'est passé hier pose beaucoup de questions. Merci de nous avoir apporté vos réponses et d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve le 17 janvier. D'ici là, bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Bonne fête à tous. Et si le président, ce soir, veut que nous passions de bonnes fêtes et retrouver l'harmonie et l'unité à laquelle il appelle pour le mois de janvier, je l'appelle ce soir tout simplement à venir expliquer à la télévision qu'il renonce à promulguer la loi qu'il a fait adopter hier. Merci. Bon après-midi.